Bienvenue à tous sur cette visioconférence senior sur les logements seniors. Donc, je suis Gwendoline Cotresse de Movadom et cette conférence est financée par la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Donc, on les remercie grandement pour nous permettre de faire ces visioconférences qui sont gratuites pour tous les participants. Donc de mon côté, je suis Gwendoline Cotresse. Je fais chaque semaine, j'anime des visioconférences gratuites pour les retraités. Donc là, on a un certain nombre de semaines ensemble. On va recommencer, je vous enverrai le programme. Donc on en a la semaine prochaine, la semaine suivante. On prend une petite pause pendant les vacances et ensuite vous aurez un nouveau programme à partir du mois de janvier. Je fais également des conférences dans les communes sur les thèmes du logement, du tri du domicile. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez que je vienne dans votre commune, avec grand plaisir. On peut également, donc vous pouvez vous inscrire à toutes nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com et nos partenaires qu'il ne faut surtout pas oublier, la structure Adaptia et la structure Familizen que vous pourrez retrouver, donc Constance d'Adaptia et Estelle de Familizen sur plusieurs visioconférences. Et je vais laisser Pascal Macias se présenter. Si Pascal, tu souhaites te présenter. Si ton micro... Oui, veut je suis bien. là. Pardon, Pas de j'arrivais pas à souci. brancher le micro. Bonjour à tous, je suis Pascal Macias, donc je suis gérant de la société Movadom Allier. Je fais de l'accompagnement individuel aux personnes âgées dans le département de l'Allier et éventuellement le Puy-de-Dôme. Superbe. Eh bien, Voilà. merci Pascal. Donc, effectivement, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Et je vais passer maintenant à Justine. Justine, si tu veux te présenter. Justine Renaudet de Colette Club. Bonjour à tous. Oui, merci Gwendoline. Je suis Justine Renaudet, l'une des cofondatrices de Colette. Colette, nous, on développe la cohabitation intergénérationnelle. Donc concrètement, on aide des jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des personnes de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à la maison. Donc c'est un peu comme de la coloc, mais entre des jeunes et des moins jeunes. Super, merci beaucoup Justine. Et effectivement, Justine nous présentera plus amplement la solution qu'elle propose dans cette visioconférence. Merci beaucoup. Donc, on va commencer. Alors, je vais commencer par vous faire un petit peu travailler quand même, sinon c'est pas rigolo. Alors, Colette, dans quel département? Très bonne question. Eh bien, Justine, je te laisse répondre via le chat à Annabelle. S'il y a déjà des questions, c'est superbe. Et vous aurez toutes les coordonnées, évidemment, de Justine. Et vous n'hésitez pas, effectivement, à poser vos questions dans le chat. Alors, donc, quiz mon logement idéal. Alors, on a 4 questions. Vous allez pouvoir, sur ces 4 questions, je vais vous les poser au fur et à mesure. Vous allez compter, alors soit vous avez un petit papier, un crayon à côté de vous, soit vous comptez sur vos doigts. À chaque fois que vous répondez oui à une question, vous allez mettre un point. Et en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui, le logement dans lequel vous êtes est votre logement idéal? Alors, on commence. Première question, je suis capable d'effectuer tous les actes de la vie courante seule. Alors, si c'est le cas, si tous les actes de la vie courante, vous pouvez les faire seul, vous comptez un point. J'aime entretenir mon intérieur. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous aimez entretenir vos intérieurs? Ou est-ce que ça commence à devenir compliqué et que vous avez un petit peu moins envie d'entretenir votre intérieur aujourd'hui et que, alors, soit vous avez fait appel à de l'aide, soit vous sentez que, effectivement, ça devient compliqué. Peut-être parce qu'il est trop grand, peut-être parce que vous êtes un petit peu plus fatigué et que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si c'est le cas, si vous aimez entretenir votre intérieur, vous rajoutez un point. J'ai un logement qui me convient, est adapté à ma alors là, actuelle ou future. Donc, est-ce que mon logement actuel est adapté à ma perte d'autonomie? Alors, actuelle ou future? Alors, future, vous allez me dire, je n'ai pas une boule de cristal, mais l'idée, c'est, est-ce que vous êtes, par exemple, dans un logement au 4e étage sans ascenseur et que vous vous dites, d'ici 10-20 ans, ça risque d'être un petit peu compliqué, voire plus tôt? Est-ce que vous êtes dans un logement qui, financièrement, est un petit peu délicat à gérer ou avec, alors une maison, par exemple, en étage, où vous avez 4 chambres et vous êtes seul dedans.
Donc, est-ce que votre logement aujourd'hui correspond encore à votre besoin et pour les années à venir ou pas du tout? Si c'est le cas, si votre logement est adapté et vous convient, ou adaptable, hein, bien sûr, et qu'on pourra adapter par la suite, dans ce cas-là, on met un 3e point. J'ai au moins un contact par jour avec une personne extérieure. Alors, évidemment, ça ne compte pas aujourd'hui, mais on va imaginer dans le monde d'avant, est-ce que vous aviez un contact, que ce soit famille, proche, voisin, avec une personne par jour? Alors là, c'est un petit peu pour tester si votre logement vous permet d'avoir du lien social et que, alors ça peut être en centre-ville, mais ça peut être aussi un logement qui est pratique parce qu'il y a le bus devant et que vous pouvez aller au centre-ville assez facilement. Donc, est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, vous mettez oui. Il vous suffit maintenant de compter vos réponses aux questions, le nombre de oui, et vous pouvez répondre dans la conversation directement. Donc, me mettre le nombre de points. 3 points pour Catherine, très bien. 4 points Fabre, ok, superbe. Alors, effectivement, comme vous avez pu le constater, plus on a un nombre de points important, plus on peut considérer que le logement actuel convient parfaitement. Dès qu'on a une ou deux questions à laquelle on n'a pas répondu, à laquelle on a répondu non, est-ce que c'est à cause de son logement ou est-ce qu'on peut effectivement trouver des solutions? Ok, super. Donc là, je vois pas 3. Donc effectivement, donc ceux qui ont 4, a priori, votre logement est bien adapté. Moi, en général, ce que je préconise, c'est qu'à partir de 2 points, entre 0 et 2 points, il peut commencer à être intéressant de réfléchir à quelque chose. À 3 points, pourquoi pas aussi de commencer à réfléchir en se disant, bah, est-ce que c'est un problème de contact, effectivement, de lien social parce que le logement, voilà. Si c'est le logement qui n'est plus adapté, là, par contre, c'est un petit peu compliqué. Donc, effectivement, superbe. Donc, oui, on a 2, 3. C'est des réponses qu'on a assez fréquemment. Donc, peut-être, mais j'imagine que vous êtes sur cette visioconférence parce que vous, justement, vous posez des questions là-dessus. Peut-être qu'il va falloir commencer à se poser des questions. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne viennent pas pour eux-mêmes, mais pour leurs proches. Peut-être certains sont aidants et viennent pour un proche qui est fragilisé ou qui vit dans un logement qui ne convient plus complètement. Dans ces cas-là, bienvenue et n'hésitez pas à faire le test pour ce proche. Donc, ravi en tout cas de voir que vous êtes un grand nombre à avoir répondu et à vous sentir concerné. Donc, on va commencer par des chiffres. Hein. Genre, je ne vais pas vous assommer de chiffres ce matin. Mais ce qu'il faut savoir, parce que je sais que souvent on se dit un projet de changement de logement, d'aller vers un logement qui certes peut-être nous conviendra mieux, c'est quand même toujours quelque chose d'assez délicat. Alors pourquoi? Il faut savoir que effectivement la mobilité, le changement de domicile en général est plus fréquent au début du parcours de vie. Alors ça c'est la revue Cadrage qui a été créée par la CNAV, qui a fait tout un dossier sur la mobilité résidentielle qui est vraiment très bien fait. Et on se rend, alors vous vous doutez, vous voyez là, à partir de vers 35 ans, on bouge beaucoup, on change beaucoup de logement. La raison principale, c'est parce qu'effectivement, on se met en couple, on a les enfants qui arrivent, donc on a un besoin important de changer de logement. On voit un petit rebond quand même entre 50 et 55 ans. En général, c'est le départ des enfants de la maison. Pourquoi pas le départ en retraite aussi, qui on voit à 65 ans, là, il y a une petite bosse aussi. Donc, départ en retraite où on décide de changer de logement. Par contre, au fur et à mesure du temps, on a de plus en plus de difficultés à changer de logement. Et là, on ne le voit pas. Donc, à 75 ans, c'est en dessous de 10%, hein, les mobilités résidentielles. Et ça augmente un petit peu après, mais généralement pour des changements de domicile qui sont plutôt contraints pour cause de dépendance. Donc l'idée, c'est, et que je vous donnerai dans toute cette visioconférence, c'est d'essayer de le faire le plus tôt possible, ce changement, et de se poser ces questions le plus tôt possible. Parce que plus on se pose les questions tôt, plus on va pouvoir être acteur en fait et prendre les bonnes décisions pour soi et pouvoir vivre le plus longtemps possible dans son domicile. Hein. C'est vraiment l'objectif.
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, ce changement-là? Et pourquoi peut-être certains d'entre vous sont là, vont voir des types de logements qui leur conviennent parfaitement et vont se dire: «Ouh là là, ça me fait un petit peu peur ce grand changement». Parce que déménager, c'est quand même quelque chose de très stressant et ça, Pascal de Movadom Allier pourra, en témoigner, je pense. Effectivement, Pascal, la peur de l'inconnu, il y a vraiment ce côté où, finalement, c'est quelque chose qui nous fait très, très peur, le changement. C'est ça, hein. Donc, rassurez-vous, à tout âge, hein, parce que vous le voyez, ce n'est pas du tout quelque chose qui est, particulier, aux retraités, hein. Entre, 25 et 34 ans, il y a 82 des Français qui considèrent que déménager, c'est stressant. Donc finalement, pas beaucoup moins que les 65 ans et plus. Donc c'est vrai que de manière générale, c'est quelque chose avec lequel on a quand même pas mal de difficultés, le fait de déménager. Alors finalement, si je vous dis: «Bon, ça fait peur, c'est un gros changement», pourquoi est-ce qu'on irait aller, changer de domicile et pourquoi est-ce que je vous présente aujourd'hui des types de logements un petit peu, innovants et qui changent de l'ordinaire? Et ben, pour plusieurs raisons. Alors je vais vous passer une petite vidéo qui, je l'espère, vous donnera, plein d'idées et une vision un petit peu intéressante de l'idée. Donc je vous la passe tout de suite et puis après je vous la commenterai. Donc c'est un documentaire qui a été fait par Leroy Merlin, Leroy Merlin Source. Je vous ai mis, le lien. Je vous conseille vraiment de découvrir cette vidéo. Et effectivement, Céline, vous avez raison. Donc effectivement, Céline de Domitis a un projet qui doit se préparer pour qu'il soit moins stressant, ça c'est sûr. Donc l'idée de J'y suis, j'irai, c'était que Leroy Merlin nous montre, un petit peu, a fait un documentaire sur des personnes qui sont chez elles, et qui, a priori, ne souhaitent pas en partir. Et vous allez voir, c'est vraiment superbe. Moi, je vais vous présenter la bande-annonce, mais je vous conseille vraiment d'aller découvrir, ça dure à peu près 50 minutes, ce documentaire. Il faut bien s'arranger. On le dit souvent, mais il faut s'arranger. S'arranger. C'est pour ça, je leur dis, vous allez voir, quand vous allez vieillir, comment vous allez vous arranger. Il faut bien que je m'arrange quelque part, moi, pour ouvrir mes volets, fermer mes volets, quand ces gars viennent, là. Alors, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. J'ouvre là, j'ouvre la fenêtre, je me mets là-dedans et je prends le rideau. Normalement, j'ai pas mal de réactions là, hein. C'est cette chose d'être tout le temps toute seule, toute seule. Il y a un aménagement que j'appréhende, parce que je suis diabétique et cardiaque. Et j'appréhende de ne plus pouvoir monter l'escalier. Je n'ai peut-être pas assez de souffle, mais je n'ai plus la niaque. Pour moi, la liberté, ça a une très grande importance. Je suis pas comme un oiseau, mais je tiens ma liberté. Je suis une grande nomade de la région parisienne, c'est-à-dire que j'ai dû habiter dans, je sais pas, une quinzaine d'appartements. Et puis mes enfants étaient très contents de me voir emménager ici. C'est quand on va bien qu'on est capable d'imaginer des choses intelligentes. Et ma hantise était que un jour je sois devenue une valise et que mes fils et filles se disent: qu'est-ce qu'on va faire de la grand-mère?
Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit témoignage. En général, effectivement, merci Sandrine, Isabelle, j'ai des réactions déjà. Effectivement, vous avez raison, la mamie cascadeuse, on est vraiment là-dessus. Alors c'est quelque chose, enfin cette vidéo, moi quand je l'avais vue la première fois, on se dit c'est incroyable, c'est pas possible en fait. Et en fait, effectivement, finalement, on a tendance, et on ne s'en rend pas compte hein, pour soi-même, c'est vrai que là on le voit de l'extérieur, on se dit c'est incroyable, mais on a tendance à s'adapter à son logement, plutôt demander au logement de s'adapter à nous. Donc l'idée sur laquelle mon souhait de vous faire réfléchir aussi ce matin, c'est faut-il rester chez soi, dans son logement actuel, dans le logement dans lequel on a vécu pendant peut-être parfois des dizaines d'années, à tout prix. L'idée, c'est vraiment ça, c'est est-ce que là, c'est la bonne solution? Alors, dans le cas de cette dame, on lui a mis des volets roulants et voilà, et l'affaire était réglée. Mais l'idée, c'est d'avoir un logement qui vous est adapté le plus longtemps possible. Ça peut être votre logement avec des adaptations. Bonjour Michel. Mais ça peut être aussi également un autre logement. Et vous allez voir, il y a plein de types de logements différents. Et l'idée, c'est aussi d'anticiper parce que souvent, on se dit, bah, aujourd'hui, tout va bien, donc pas de problème. Moi, j'avais une dame comme ça qui a déménagé du nord de la France, qui nous a rejoint en région parisienne, qui avait décidé d'être c'était au 2e étage, je crois, à plus de 80 ans, sans ascenseur. Hein. Moi, je lui ai dit, attention, ça risque d'être compliqué, mais elle voulait ce 2e étage. Et donc, voilà, elle a déménagé là. Et 2 ans après, malheureusement, elle s'est rendue compte que les étages, ça faisait qu'elle ne pouvait plus facilement rentrer chez elle, faire des balades comme elle le souhaitait. Et donc, elle est partie dans un autre logement au rez-de-chaussée. Alors, ça aurait pu être un 2e étage avec ascenseur, hein, mais c'est vrai que l'idée d'anticiper, ça évite de faire des changements qui sont trop effectivement fatigants. Effectivement, Isabelle, vous avez raison, l'idée de rester libre. Et cette liberté, je pense qu'elle est vraiment importante, d'où le fait de choisir un logement qui vous convienne. Et en anticipant, en choisissant un logement qui vous convienne, ça permet souvent d'éviter effectivement des logements qui nous font un petit peu peur, même si on va voir que c'est un petit peu différent de ce qu'on imagine, qui sont des logements pour personnes dépendantes. Et l'anticipation, effectivement, Martine, vous avez bien raison. Alors, en termes de critères, alors j'ai fait exprès hein, de vous mettre une petite photo. A priori, ce serait les Seychelles. Donc voilà, donc pourquoi pas hein. Aujourd'hui, changer de logement, allons-y, peut-être les Seychelles. Donc déjà, quand vous allez vous poser cette question de quel est le logement qui me conviendrait le mieux, quelqu'un n'a pas de son. Donc effectivement, malheureusement, j'imagine que c'est peut-être un problème technique. Parce que de notre côté, je crois que tout le monde a du son. Donc, le lieu géographique, ça peut être par exemple sa région natale, ça peut être aussi rester, alors moi une solution que j'apprécie particulièrement, rester dans le même quartier. On peut décider de rester dans le même lieu. J'avais une dame par exemple qui était passée d'un logement 4e étage dans le même immeuble, elle est allée en rez-de-chaussée. Donc, on peut totalement rester dans le même quartier, on a ses habitudes, ses amis, ses proches, voilà. L'étranger peut vous faire effectivement les yeux doux. On a eu, alors je crois que ça va changer, mais certains pays européens qui proposaient même de ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Pourquoi pas? Attention néanmoins, petite chose à regarder quand vous décidez de trouver un nouveau logement, c'est déjà la partie médicale. On le sait, hein, on a cette chance effectivement d'avoir en France, alors même si on n'en a pas assez, mais quand même un niveau médical très, très bon et très pointu. Et puis l'aspect aussi barrière de la langue qui peut être un petit peu compliqué. Et puis le rapprochement familial qui est souvent une des raisons aussi pour laquelle on change de région. Ce qui est aussi particulièrement important, c'est tout ce qui est environnement extérieur. Donc l'environnement extérieur, ça va être les commerçants, l'accès facilité ou pas avec des bus, des trains, un lien avec des associations peut-être qui vous permettent d'avoir du lien social. Ça, ce côté lien social, on en parlera aussi tout au long de cette conférence. La possibilité d'adapter le logement aussi. Un logement aujourd'hui dans un immeuble sans ascenseur est peut-être pas la solution
Et puis à votre niveau d'autonomie. Alors le niveau d'autonomie, peut-être certains connaissent le principe des GIR, des groupes iso-ressources. Donc ça va de 1 à 6, sachant que 1, c'est des personnes qui sont complètement dépendantes et 6 des personnes complètement autonomes. Et c'est vrai qu'un logement, par exemple, les EHPAD, ce qu'est anciennement maison de retraite, pour une personne complètement autonome, n'est pas forcément adapté. Donc, il faut vraiment se mettre dans l'idée que votre niveau d'autonomie va déterminer un petit peu quel type de logement vous allez choisir. Et puis les ressources financières, ça, on va en parler tout au long de cette visioconférence. Vous n'allez pas vous diriger vers les mêmes types de logements selon que vous avez le minimum vieillesse ou 3 ou 4 000 euros de retraite. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu effectivement différent. Alors j'ai l'impression que je suis mise en évidence, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça fait, c'est une option spéciale qui vient de se mettre sur Teams. Je ne suis plus en évidence, très bien. Écoutez, je ne sais pas, notre outil Teams est aussi mystérieux parfois pour moi-même, vous voyez, on est tous au même niveau. Donc sur les logements seniors, on va commencer, pas de souci Pascal, on fait des tests, par les résidences pour seniors autonomes. Donc les résidences autonomie, peut-être certains les connaissaient, notamment sur la partie publique, c'était les logements foyers. Qui sont en général gérés par les centres communaux d'action sociale, par les structures effectivement ou associatives, ça arrive aussi parfois. Il y a des structures associatives. Alors les plus connues associatives sont la structure Arpavi, le groupe Arpavi. Ce sont des résidences qui, vous le verrez juste après, de manière générale, aussi bien en résidence autonomie ou résidence service, proposent le même concept. Après, on a des différences quand même en termes de services et en termes de coûts, évidemment. Donc, les résidences autonomie gérées par des structures publiques et les résidences services qui sont, quant à elles, gérées par des structures privées. Donc on a aujourd'hui avec nous, on a la chance d'avoir effectivement Céline de Domitis, qui est un groupe de structures privées, résidence-service par exemple. Moi, pour avoir visité plusieurs résidences avec lesquelles Pascal travaille beaucoup dans l'Allier, vous avez sur certaines une piscine intérieure, il peut y avoir des jacuzzis, une salle de sport. Effectivement, Céline, donc il y a 120 résidences seniors en France sur le groupe Domitis. Donc c'est vrai que c'est des structures où il y a des services vraiment qui sont assez importants. Sur les résidences autonomie, on ne sera pas sur tarif mensuel. Évidemment, les services ne seront pas exactement les mêmes. J'ai jamais vu de résidence autonomie avec une piscine intérieure. Néanmoins, voilà, il y en a pour toutes les bourses, pour tous les besoins. Donc après, pour être totalement effectivement juste, sur les résidences autonomie, je vous disais, c'est géré par les CCS. Il y a aussi le groupe Arpavi qui fait de la résidence autonomie associative. Et sur les résidences services, donc on parlait de Domitis, il y a aussi d'autres groupes comme Domusvie, la Girandière, Seigneurial, voilà, plein de groupes que vous pouvez peut-être connaître. Et je vais vous proposer effectivement de voir un petit peu les résidentiels, évidemment, Annabelle. Attention. Effectivement, les résidences sont vraiment là pour vous apporter donc pas mal de services. Le principe est toujours le même, que vous alliez voir Annabelle ou Céline. C'est effectivement, donc Annabelle, les résidentiels sont plutôt dans l'ouest de la France. Si on a des personnes qui sont dans l'ouest de la France. Le principe, c'est toujours un logement individuel privatif qui va avoir, alors ça peut être un T1, T2, T3. En général, dans le public, on est plutôt sur des studios, donc une grande pièce avec cuisine. Vous avez votre cuisine, vraiment votre indépendance. Vous êtes dans votre appartement. Ça, je pense que c'est important de le dire. On n'est pas du tout dans cette idée, comme dans un EHPAD, où vous allez avoir les repas obligatoires en commun. Mais par contre, vous avez le choix de participer à des animations. Donc souvent, il y a beaucoup d'animations, parfois même tous les jours, des animations, des sorties, des moments d'échange. Il y a aussi des services. Donc je vous le disais, voilà, parfois piscine, sport,
parfois aussi des propositions d'aide ménagère, de services de nettoyage, donc plein de choses. Il peut y avoir aussi également des structures, une personne à l'accueil souvent qui va aider, qui va accueillir, qui va être présente. Certains même proposent un logement où la famille peut venir pour passer quelques jours dans la résidence. Donc ça peut être intéressant. Donc, effectivement, vous me dites Céline, chez Domitis, c'est Studio OT3. C'est vrai que dans les structures, Annabelle, n'hésitez pas à nous dire quelle surface vous avez, enfin quel type de logement. Dans les résidences services, on va avoir des logements un peu plus grands souvent. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en type de logement, on est sur à peu près le même principe. Il va y avoir la possibilité de prendre les repas en commun. Donc vous pouvez effectivement faire, effectivement Annabelle, d'accord, des pavillons aussi. Certaines résidences proposent des pavillons, donc ça c'est intéressant également. Et vous avez la possibilité de prendre les repas en commun ou pas. Donc, on a vraiment le choix d'être soit complètement comme si on était dans son appartement et de choisir une fois par semaine, par exemple. J'avais ma grand-mère, elle était dans une résidence autonomie et une fois par semaine, elle allait faire des travaux manuels avec les autres résidents. Par contre, elle ne mangeait pas sur place, en tout cas au début. Et au fur et à mesure du temps passant, elle fatiguait un petit peu et elle a pu, elle a utilisé les repas de la résidence. Ce qui était aussi très intéressant, c'est que au fur et à mesure de sa période, avoir des aides à domicile qui venaient chez elle et elle a pu rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ses jours dans cette résidence. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Si on ne perd pas trop d'autonomie, notamment cognitif, on peut finir sa vie dans sa résidence, dans son logement en résidence senior. Donc ça, c'est un point très, très positif. Ça permet de rester plus longtemps possible autonome. C'est vraiment important. Et effectivement, comme vous me dites, Annabelle, l'idée, c'est de reconstituer son univers, de retrouver ses habitudes, son rythme. On est chez soi. Ça, c'est vraiment important. En termes de coûts financiers, alors, sur les résidences autonomie, évidemment, l'aspect résidence autonomie et résidence service, donc public et privé, il y a une différence de coût, évidemment. Évidemment, là, c'est des prix qui sont à prendre avec des pincettes. Il faut toujours aller visiter l'établissement, demander un devis. Sur les résidences autonomie, on est entre 500 et 1 500 € par mois. Ça dépend un petit peu des structures. Et sur les résidences services, donc privées, on est entre 1 000 et 2 500 € par mois, selon les services que vous prenez, les packages que vous choisissez, et puis la taille du logement. Il ne faut pas hésiter à demander un devis bien précis pour savoir tout ce qui est inclus dedans. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important de bien faire attention à ce qui est inclus dedans. C'est pas pareil si vous avez les repas inclus. Ça peut paraître plus cher, mais ça évite de faire les courses et ça peut être très pratique. Donc, avant de faire son choix, moi, les conseils que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'aller visiter la résidence. Et ça, je pense qu'aucune des personnes qui sont présentes pourra, je pense, me dire le contraire. C'est vraiment aller voir tester. Hein. On peut aller faire des tests, notamment dans les résidences services, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours. Moi, je vous conseille de faire des séjours tests. C'est toujours agréable de pouvoir voir comment ça se passe et ça permet de choisir si ça nous plaît ou pas. On s'informe bien sur les services inclus dans les coûts, sur ce que ça comprend, sur tout. Et puis on rencontre les équipes parce que effectivement, vous verrez tout de suite dans une équipe, dans une résidence, il y a l'équipe de direction, l'équipe qui va faire toute la partie gestion, l'ambiance qu'il y a, s'il y a des rires, si vous passez, n'hésitez pas même à passer à des moments auxquels on vous attend pas, voir un peu comment ça se passe, rencontrer d'autres résidents. Ça sera votre lieu de vie et vous allez partager avec plein de résidents, plein d'autres personnes. Donc, c'est vraiment important que vous pouviez effectivement vous sentir bien chez vous. Donc, effectivement, Céline nous dit, ça permet souvent d'éviter l'EHPAD et puis vous pouvez aller sur le site. N'hésitez pas, hein, Annabelle et Céline, à donner les coordonnées du site de vos structures. On est, voilà, le là, c'est de pouvoir vous donner plein d'informations. Après, libre à vous d'aller les découvrir et voir ce qu'ils proposent. On va maintenant passer à Colette, donc une autre solution qui me semble très importante de présenter aujourd'hui, la cohabitation intergénérationnelle. Alors, je vais vous passer, si Justine, ça te convient, je passe la vidéo dès maintenant. Ouais, très bien, merci.
Superbe. Donc, c'est une vidéo de témoignage. Le but, c'est que vous puissiez un petit peu découvrir ce que propose Colette. Alors, hop, on va passer à la technique. Je vais le partager. N'hésitez pas s'il y a un problème de son, mais normalement, ça devrait bien fonctionner comme tout à l'heure. Hop, et je vais le mettre en plein écran. Et on commence. Alors, je m'appelle Chantal, je suis un professeur à la retraite, j'ai 68 ans et j'héberge des jeunes ou des moins jeunes dans l'une de mes chambres qui est libre. J'avais une collègue qui me disait avoir besoin d'héberger une amie à elle. C'est là où Gabi est venue chez moi. Gabi, une Allemande de Berlin. Alors là, elle m'a vraiment appris ce que c'était qu'une vie indépendante tout en étant dans le même espace. Mes parents ont toujours partagé leur logement avec la grande-tante, avec la grand-mère. Pour moi, une maison, c'est un lieu de partage. La cohabitation intergénérationnelle, si je devais définir ça en 3 mots ou 3 expressions, c'est la sécurité pour la personne âgée, le partage humain et c'est l'ouverture vers le 3e âge. Je serais toujours contente de continuer avec quelqu'un et pourquoi pas jusqu'à mes 100 ans, parce que j'ai l'intention de vivre jusqu'à 100 ans et plus si possible. Un très beau témoignage. Hop, superbe. Merci beaucoup, Gwendoline. De nouveau, bonjour à tous. Je suis donc Justine, une des cofondatrices de Colette, et la personne que vous avez pu rencontrer en vidéo, c'est donc Chantal. Chantal qui est hôte sur Colette désormais et qui, comme vous l'avez compris, héberge sur de la longue durée des jeunes dans l'une de ses chambres donc qui est dispo. Sachant que Chantal est divorcée, donc elle vit seule et ses enfants sont grands maintenant, donc elle a un logement qui est bien trop grand pour elle. Mais pour autant, elle veut vraiment continuer de vivre et de bien vieillir dans son appartement. Elle tient vraiment pas à le quitter. Voilà, elle est tout à fait aujourd'hui autonome, enfin je veux dire capable de rester vivre chez elle, mais tout ça a un coût aussi. Donc pour rester vivre dans son logement que vous avez vu, dans son appartement, elle est obligée, c'est une nécessité maintenant pour elle de louer sa chambre et donc de partager les charges finalement. Donc nous, Colette, on est là pour aider les personnes de 60 ans et plus à louer leur chambre libre à la maison, en cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire louer leur chambre libre à des jeunes de moins de 30 ans. Donc, comme je le disais un peu en intro, c'est vraiment comme de la colocation, mais entre générations, quoi, avec des jeunes et des moins jeunes. Donc, la cohabitation intergénérationnelle, c'est vraiment comme de la colocation, on n'est pas du tout sur de l'aide à la personne. Le jeune qui est logé peut évidemment rendre des services à son hôte, à la personne qui le loge, du type l'aider à faire ses courses, l'aider dans son quotidien, rebrancher la box internet, changer une ampoule, ce type de petits coups de main du quotidien. Le jeune, il est aussi là pour assurer une présence à la maison et parfois briser un peu la solitude, parce que si on prend l'exemple de Chantal, elle vit seule, donc c'est quand même sympathique d'avoir quelqu'un avec qui partager au quotidien. Donc nous, voilà, on est là pour aider dans la création de binômes de cohabitation. Donc aujourd'hui sur Paris et l'Île-de-France, et demain on espère vraiment pouvoir se développer partout en France, dans les grandes villes de France. Bien. Donc comment... Oui. Non, c'est important, effectivement. Il y a l'air d'y avoir un besoin, effectivement, sur d'autres régions. Et je pense que c'est vraiment nécessaire sur beaucoup de grandes villes qui doivent être très, très intéressées. Oui, absolument. Tout à fait. Nous, en fait, aujourd'hui, on a fait le choix de se développer d'abord sur la région parisienne, parce qu'on est une jeune entreprise. On s'est lancé début 2020. Donc, on veut avant tout montrer le potentiel de ce nouveau type de logement sur Paris et sa région avant de se lancer donc, dans toutes les autres villes. Donc, nous, Colette, comment on fonctionne
Pour ce qui est des hôtes, en fait, on va rencontrer tous les autres Colette à domicile pour leur expliquer notre fonctionnement, pour vérifier la chambre, pour répondre à toutes les questions. Et ensuite, c'est nous qui proposons des profils de jeunes de confiance directement aux hôtes, des profils qu'on a validés en amont. Donc, si vous voulez, sur le site internet de Colette, aucun jeune ne peut arriver et, entre guillemets, choisir sa chambre. Non, non, non. C'est vraiment, il y a toute une qualification des profils qui est faite en amont. Donc, voilà. Donc, nous, on assure choses, notamment la qualité des profils, et puis on gère toute la paperasse aussi. On est là pour assister dans la rédaction du contrat de cohabitation intergénérationnelle, de manière à ce que l'hôte n'ait rien à faire. On assure également les loyers, donc quand bien même le jeune sera en retard de paiement, l'hôte, quoi qu'il en soit, reçoit son loyer à date fixe tous les mois. Tout ça pour éviter des petits problèmes de communication qui peuvent parfois arriver quand on loge ensemble, quoi. Donc voilà, nous, on assure vraiment toute cette assistance, toutes ces garanties, ces assurances. On livre vraiment un service clé en main. Du coup, si certains d'entre vous sont intéressés par ce mode de logement, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre les informations dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. Super, merci beaucoup Justine. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir là, s'il y a des personnes qui veulent témoigner, n'hésitez surtout pas, je vous laisserai le micro ouvert. S'il y a des personnes qui ont accueilli par exemple des jeunes chez eux. Et également, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Justine dans le chat, elle reste à votre disposition. Et puis je crois qu'il y a Annabelle effectivement qui avait des questions, donc je vais vous laisser converser dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Hop. Alors, donc, j'avais une demande justement. Donc là, on a parlé de la cohabitation intergénérationnelle. Donc, il y a effectivement, pour rester totalement transparente, il y a d'autres structures qui proposent cela que Colette. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il existe. Nous, on a décidé de donner la parole à Colette, mais voilà, il y a d'autres structures. Et il y a aussi d'autres concepts qui me semblent intéressants. Alors, c'était effectivement une question que j'avais eue lors d'une conférence. C'était vraiment cette idée de OK, très bien, nous, on voudrait trouver une nouvelle façon de vivre ensemble, mais certains d'entre vous n'ont pas forcément envie d'avoir un jeune chez soi. Donc, j'avais la demande de, effectivement, cohabitation entre seniors. Donc, c'est possible. Super, merci Justine, vous êtes impeccable, parfaite. Donc Isabelle, donc oui, effectivement, je ne sais pas si votre question sur les retraités autonomes, c'est pour Colette, mais la cohabitation intergénérationnelle est possible complètement pour les retraités autonomes. Et l'idée que je voulais vous présenter là, alors il y a plusieurs structures que j'ai pu trouver, parce que j'avoue que pour l'instant, c'est des choses qui sont en développement. Vous êtes un petit peu, je trouve, les pionniers, les premiers retraités qui vivent si longtemps en bonne santé, c'est super. C'est voilà, vous êtes une génération voilà un petit peu différente de celle précédente, et donc il y a des structures qui existent. Partager. Donc je vous ai mis, vous pouvez, si vous cliquez sur la photo, pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir arriver à untoitpartagé.fr et il propose effectivement de la cohabitation entre retraités. Donc, vous pouvez trouver un colocataire, vous pouvez créer des colocations. Alors, il travaille aussi avec les bailleurs, parce que c'est vrai que les bailleurs sociaux, notamment, sont vraiment sur cette démarche de mettre en place, notamment, alors on en parle beaucoup aujourd'hui, mais de l'habitat intergénérationnel. Donc, la petite photo que je vous mets à gauche avec toutes les générations dans le même immeuble. Donc, l'idée, et ça existe de plus en plus, c'est des projets qui se montent. Alors, plutôt, moi, en tout cas, les projets que j'ai pu rencontrer sur du logement social.
Et on est sur des immeubles où vous n'allez pas avoir, comme dans une résidence senior, que des retraités, mais il va y avoir des jeunes et des retraités. Effectivement, j'avais vu, et Céline nous en parlait tout à l'heure, sur quelque chose que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, une résidence senior, donc là, pour le coup, c'était Domitis, qui proposait à un étudiant d'avoir un logement, je crois, gratuit, hein, pour pouvoir, et qui apportait de l'animation, un petit peu d'aide aux retraités. Et c'est vrai que les étudiants sont quand même dans cette démarche de trouver des logements qui leur conviennent. Et alors là, de faire de l'intergénérationnel dans une résidence senior, je trouve ça assez innovant. Donc, il y a des choses qui bougent, ça avance. Donc, un toit partagé, je vous invite à aller un petit peu voir ce qu'ils font. Et il y a aussi le réseau de l'habitat partagé accompagné, réseau APA, ça s'appelle. Donc, on est sur cette dynamique, effectivement, d'avoir de l'habitat partagé. Pour l'instant, je vous l'avoue, on est quand même sur les prémices, hein, de ces habitats partagés, de ces cohabitations intergénérationnelles. C'est quelque chose qui prend du temps aussi parce que les générations de retraités qui ont ce souhait-là, super Céline, donc c'est bien un logement gratuit pour un étudiant, top. Qui ont ce souhait-là sont les jeunes seniors d'aujourd'hui, donc qui ne sont pas forcément encore dans cette démarche, mais je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Pouvoir en fait faire une colocation, en fait l'idée elle est là, et de s'entraider, de créer du lien, d'avoir des espaces communs mais en même temps son propre lieu. Il y a un aspect financier, hein, qui est incontestable, il y a aussi un aspect lien social, et puis un aspect entraide qui est aussi très très important. Alors, il y a Alain qui nous pose plein de questions. Ah oui, bah alors là, ça va être pour Justine. Plein de questions sur les préavis, les impôts, tout ça, tout ça. Donc, je laisse Justine répondre. Parfait. Vous avez aussi la possibilité, ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi particulièrement, c'est le chalet. Donc, c'est quelque chose d'assez innovant. En fait, on peut décider dans son jardin d'accueillir un proche qui est en perte d'autonomie dans un chalet. Alors, c'est des chalets assez luxueux, hein, quand même. On est très confortable, complètement adapté à la problématique de la personne. Parce qu'il est vrai que souvent, pour vivre en famille, tous ensemble dans le même logement, et pas forcément le plus facile, notamment quand il y a des pertes d'autonomie importantes. Ça peut être difficile et lourd pour les aidants de gérer ce genre de situation. Donc, le chalet permet d'avoir son habitat vraiment adapté, mais indépendant. Et cette liberté dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours le maître mot et que je pense que je vais rajouter dans mes mots-clés pour ces visioconférences. Donc, je vous ai mis aussi un lien, habitat-modulaire.com. Pourquoi pas, voilà, voir un petit peu ce qu'il existe. Il y a plein de choses qui se créent. C'est vrai que on n'a pas, en tout cas, sur ce type d'habitat-là, je ne crois pas. Alors, on parlait de Papy Happy tout à l'heure qui recense tous les habitats, les logements seniors, mais je ne pense pas que vous recensez peut-être ces types d'habitats un petit peu innovants. C'est vrai que c'est des choses qui sont quand même en développement et qui n'existent pas encore complètement. Alors, on va parler également des EHPAD, parce qu'il faut bien que j'en parle. Je sais que c'est toujours le moment. J'espère que vous ne vous déconnecterez pas à ce moment-là. Je sais que ce n'est pas forcément le plus joyeux, mais il est vraiment important, et c'est pour ça que j'ai mis des photos très positives, de mettre effectivement en avant ces solutions de logement pour personnes dépendantes. Donc, l'idée, je pense que vous connaissez pour la plupart, ce sont des chambres et salles de bain avec salle de bain et WC. Il y a la possibilité de prendre ses repas en collectif. Enfin, c'est obligatoire d'ailleurs, hein, on est vraiment sur du collectif, sauf en ce moment où on est en général en chambre malheureusement. Et le côté très intéressant, c'est qu'il y a de l'animation. Donc vous voyez là, même pendant le confinement, des animations à distance qui ont continué. Et on peut avoir aller en EHPAD de manière temporaire ou définitive. Il y a certaines personnes qui vont passer 3 semaines, 1 mois pour reprendre un petit peu soin d'eux après une hospitalisation, par exemple, ou parce que les enfants, les proches ou l'aide à domicile est en vacances et que ça permet d'avoir une solution en attendant pendant cette période. Ou on peut y aller de manière définitive également. Donc ça, c'est aussi notre solution. En termes d'étapes,
sur l'EHPAD, on est à peu près, moi je trouve, sur la même situation que je vous parlais tout à l'heure sur les résidences autonomie. Il faut vraiment visiter en amont, ça c'est vraiment le plus important, d'où le fait de faire les choses aussi avec le plus d'anticipation possible et le plus tôt possible. Ensuite, il y a un dossier. Alors la chance qu'on a sur les dossiers d'entrée en EHPAD, c'est qu'ils sont maintenant tous les mêmes. Donc on va avoir un dossier qui est un CERFA, enfin un dossier administratif qui est le même pour tous les EHPAD. Donc vous pouvez en faire qu'un seul et le déposer dans plusieurs établissements, sachant qu'il y a un dossier médical à avoir par un médecin. Donc ça, c'est une partie effectivement qui prend un petit peu de temps et qu'il faut essayer dans l'idéal d'anticiper un minimum. Et il y a aussi la partie déménagement qui est alors un peu différente là dans résidence autonomie où on essaie de recréer son univers. Là, on va pouvoir quand même amener quelques meubles et ça, il faut le savoir. On peut créer son univers aussi en EHPAD. Et vous avez par contre toute une partie vider son logement, se séparer des éléments qui est beaucoup plus important que quand on part en résidence autonomie. Et là, pour le coup, sur les étapes, c'est vraiment, je trouve, le plus délicat. Donc, n'hésitez pas à participer à nos visioconférences sur le tri du logement qui sont vraiment importants. Alors, aussi quand on part en résidence autonomie, résidence senior, ou quand on fait de la cohabitation intergénérationnelle, parce qu'il faut vider une pièce et ça, c'est important. Alors, sur l'accueil familial, alors une autre solution aussi qui me semblait nécessaire de présenter, qu'on présente assez peu. Alors, sur la partie financière, j'en ai pas parlé sur les EHPAD, on est vraiment sur des choses qui vont du simple au triple. On a des établissements qui peuvent être à 2 000 € mensuels jusqu'à 10 000 €, hein, j'ai pu voir mensuels. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en amont, soit avec des structures, effectivement, qui sont spécialisées là-dedans. Vous avez des structures qui peuvent vous aider à faire ces recherches. Vous avez aussi des caisses de retraite qui le proposent, hein, notamment la GERCARCO avec un service qui s'appelle Orisea, qui a des places réservataires. Vous avez des structures privées comme Papi Happy, dont on parlait tout à l'heure. Et vous avez aussi le site pour les personnes âgées.gouv.fr que je vais vous présenter juste après, qui vous permet aussi de trouver facilement des établissements et d'avoir les tarifs. Parce que ça, c'est aussi la grande difficulté, c'est finalement quels sont les tarifs de ces établissements. Sur l'aspect tarifaire et d'autres aspects aussi intéressants, vous avez l'accueil familial. Alors, il y a 2 structures, pour l'instant, en tout cas à ma connaissance en France, qui proposent ça. C'est la structure 7 familles et Famille DAC. Donc, les familles d'accueil, en fait, ce sont en général des couples qui travaillaient dans le secteur en aide-soignant, infirmier, et qui décident d'accueillir, alors je crois que c'est maximum 3 personnes âgées chez eux. Donc, généralement, c'est dans des grands logements. Moi, j'ai eu une personne qui avait sa maman qui avait Alzheimer, qui avait placé sa maman en famille d'accueil. C'était beaucoup plus rassurant pour elle. Elle trouvait qu'il y avait un côté cocon familial qui était vraiment intéressant. Alors, ce n'est pas adapté si la personne a des troubles trop importants ou un besoin médical constant. Mais c'est vrai que dans certaines situations, ça convient vraiment bien. C'est quelque chose pareil qui se développe, hein. Il y a un vrai besoin, évidemment, hein, de logement à des tarifs. Alors, c'est des tarifs qui sont un petit peu plus bas. A priori, d'après les chiffres que j'avais, on était sur un reste à charge à faire, effectivement, d'à peu près 1 000 €. Donc, voilà. Donc pourquoi pas, en tout cas. Alors, il y a des aides financières, hein. Quand je parle de 1 000 €, c'est pas le brut, hein, c'est net après avoir déduit pas mal de petites choses. Mais pourquoi pas, effectivement, c'est assez peu mis en place pour le moment, malheureusement, en région parisienne, pour les personnes en région parisienne. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui, à mon avis, va se développer de plus en plus au fur et à mesure des années. Donc, pour trouver un établissement, je vous le mettais, vous avez ce site internet qui est vraiment très bien fait, qui est géré par le gouvernement. Alors, attention néanmoins, en général, vous n'avez pas tout. Il y a peu de structures privées, les structures privées dont on parlait là tout à l'heure. Donc là, dans ces cas-là, il peut être bon effectivement de s'orienter vers des sites internet ou des structures qui vont référencer la totalité
là, vous allez avoir une calculette qui permet de savoir quel coût mensuel, journalier d'un établissement et également les aides financières potentielles. Ce site internet, de toute façon, est extrêmement intéressant pour plein d'autres choses, pas uniquement pour l'annuaire des établissements, mais aussi pour l'annuaire des structures médico-sociales, pour l'annuaire des aides financières. Donc, je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y a des petites vidéos, il y a plein de choses, c'est assez ludique. Donc, voilà, et c'est fait par le gouvernement. Donc, c'est vraiment mis à jour régulièrement et on est assez sûr de la véracité des éléments. Sur les aides financières, parce que effectivement, je vous le disais en toute introduction, là, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, déjà parce que ce n'est pas ma spécialité, que je vous conseillerais toujours de contacter une assistante sociale de votre commune, de votre département ou de votre caisse de retraite, par exemple, pour avoir plus d'informations. Vous pourrez retrouver pas mal d'informations sur le site service-public.fr, qui est aussi un autre site ressource sur toute la partie financière. Mais l'idée, c'est de vous balayer un petit peu toutes les aides qui existent financières et qui peuvent être intéressantes et qui peuvent vous aider à préparer votre projet de changement de logement. Donc, il y a l'aide sociale à l'hébergement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ASH. Attention, le gros panneau indicateur là-dessus, c'est que c'est récupérable, cette aide-là, sur la succession. Ça permet généralement de financer le reste à charge d'un établissement, par exemple un EHPAD, qui est souvent effectivement compliqué à financer quand on a une petite retraite. Donc, cette aide sociale à l'hébergement, c'est une première brique. Tous les établissements, ça peut être, il me semble, en résidence autonomie et en EHPAD, ne sont pas habilités à l'aide sociale. Donc, vous avez des établissements dans lesquels vous ne pourrez pas demander cette aide sociale pour financer le coût de l'établissement. Donc, attention, c'est donc quelque chose qui se prépare avec une assistante sociale, avec une personne qui va pouvoir effectivement vous aider là-dessus. Vous avez aussi des aides, alors là, plus classiques, qu'on connaît tous, les aides au logement, APL ou ASL, donc APL, aide personnalisée au logement, ou ASL, aide sociale au logement. Donc ces aides-là sont accessibles sur conditions de ressources et permettent de financer effectivement une partie, selon vos ressources, de votre loyer. On a également l'APA, qui est l'aide personnalisée à l'autonomie, qui est une aide là plutôt sur la partie effectivement aide humaine à domicile. Donc si vous avez par exemple une aide à domicile, besoin de ménage, besoin d'aide pour faire les courses, d'aide pour la douche, pour ce genre de choses, vous pouvez effectivement avoir ce type d'aide. C'est aussi sous condition de ressources, alors pas complètement, c'est un petit peu différent. Normalement, tout le monde a le droit à l'APA, mais vous allez avoir un pourcentage de votre besoin en termes humains qui va être financé par l'APA selon vos ressources. On a aussi cette idée d'obligation familiale. Quand vous allez chercher un logement, si vous êtes par exemple en perte d'autonomie, que vous devez obligatoirement aller dans un logement qui a un coût important parce que médicalisé ou avec des aides spécifiques, vos enfants, parfois même dans certains départements, vos petits-enfants, ont l'obligation de vous aider. Alors, c'est pareil pour vous si vous avez encore vos parents. Ça dépend du département. En fait, en général, ce qui se passe quand on a un parent qui part en établissement, c'est qu'il va y avoir un coût financier. On va retirer la retraite. On laisse une petite partie quand même pour la personne. Et donc, on va déduire la retraite du montant. Et ce qu'il reste, soit la famille peut payer la totalité. Donc, ça dépend de vos ressources. Il y a une étude vraiment sociale qui est faite, assez poussée. Soit ça sera l'aide sociale à l'hébergement dont je vous parlais au début, qui va pouvoir compléter. Donc, cette partie-là, c'est vraiment toute une imbrication. Comme je vous le disais, là, on part assez rapidement là-dessus. On pourrait faire une visioconférence complète là-dessus. Et on a d'ailleurs, alors sur le financement de l'adaptation du logement, une visioconférence la semaine prochaine par une assistante sociale. Et je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir une visioconférence spécifique sur les aides financières sur le logement de sa part. On va peut-être y réfléchir. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Il y a aussi les aides des retraites complémentaires, donc les aides des retraites de l'Agirc Arrco. Donc vous avez Clésia, Malakoff Humanis, ce genre
genre de structures qui ont un fonds d'action sociale qui peuvent vous aider, soit pour trouver un logement, parce qu'ils ont des logements qu'ils financent et dans lesquels ils ont des places réservataires, comme je vous le disais tout à l'heure, soit pour vous aider, par exemple, pour l'emménagement, pour financer certains éléments, si vous avez évidemment des problématiques financières. Et puis, il y a la partie déduction fiscale. Quand vous allez en établissement médico-social, toute la partie aide humaine est déductible des impôts, donc à 50%. Donc, si vous avez, par exemple, une aide à domicile, que ce soit dans une résidence autonomie ou une aide dans un EHPAD, vous allez avoir donc une partie, 50%, être déductible de vos impôts. Ça va même plus loin que ça, c'est un crédit d'impôt. Donc, si vous n'êtes pas imposable, vous récupérez 50%. Alors, je vous avoue que je n'ai pas trop regardé les questions. J'espère que, effectivement, bon, j'ai l'impression que tout se passe bien. Les questions sont répondues automatiquement par les différents intervenants. J'en suis ravie. Super, merci Pascal. Il y a plein de questions, ça fuse. Donc, pour conclure sur cette idée de logement, l'idée, c'est de choisir un logement qui soit adapté. Qui soit effectivement adaptable également. Ça, c'est vraiment une partie importante. On peut avoir un logement qui n'est pas forcément adapté à toutes les pertes d'autonomie possibles, mais qu'on pourra faire adapter. Et là, je vous invite à participer à nos visioconférences sur l'adaptation, qui favorise le lien social. Ça, on l'a vu, hein, c'est quelque chose qui est quand même clé hein, dans l'accompagnement, de se dire j'ai du lien social dans le bien vieillir, d'avoir du lien social, de continuer à avoir des gens, de continuer à pouvoir avoir à pouvoir échanger, participer avec d'autres personnes à des projets, c'est très important. On n'oublie pas, bien sûr, de visiter le logement en amont, hein, ça c'est vraiment important, quel qu'il soit, donc que ce soit un logement plus adapté dans le parc privé classique, que ce soit une résidence autonomie, que ce soit une chambre en famille d'accueil, que ce soit effectivement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'échanges avec Justine de Colette, un étudiant, voilà, il y a pas mal de choses à voir en amont. Et puis, il faut anticiper ce grand changement. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Vous l'avez vu, c'est quelque chose qui prend du temps, qui nécessite pas mal de travail. Donc, n'hésitez pas à commencer à en parler, à commencer à y réfléchir autour de vous, avec la famille, les amis. En tout cas, c'est des projets qui peuvent se faire à tout âge. Il n'y a pas d'âge auquel on peut changer de logement. Hein. Moi, j'ai eu des personnes qui avaient 100 ans qui changeaient de logement. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, je vous ai remis les sources importantes, donc le site pour les personnes âgées.gouv.fr qui me semble particulièrement important. Le site Leroy Merlin Source avec évidemment notre petite mamie cascadeuse, comme vous disiez tout à l'heure, qui monte dans son évier, qui je trouve le complet est vraiment intéressant. Je crois même qu'il y a 2 épisodes de 50 minutes à chaque fois, donc n'hésitez surtout pas. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation, échange, que ce soit pour les retraités qui étaient présents, les professionnels aussi qui ont apporté plein d'infos très utiles. Merci à tous. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses existantes. Donc, c'est très simple pour répondre au questionnaire satisfaction. Vous appuyez sur « Cliquez ici » et vous allez arriver directement à notre questionnaire satisfaction. Donc, je vous le mets aussi dans le lien. C'est très important pour nous. Ça nous permet à nos financeurs qui financent cette visioconférence de pouvoir effectivement attester que nous avons bien travaillé. Donc, vous étiez très nombreux. J'en suis vraiment ravie. Donc, merci à tous. La semaine prochaine, on vous propose une visioconférence sur le financement de l'adaptation du logement, un sujet dense mais vraiment important, avec une assistante sociale qui travaille avec la structure Adaptia. Donc, jeudi 10 décembre à 10h30. Vous pouvez vous connecter, vous inscrire sur le lien movadom.eventbrite.com. Vous pouvez le partager. Alors, n'hésitez surtout pas à le partager à vos proches, vos amis, vos familles. Et nous allons bien sûr continuer jusqu'à mi-décembre. Et ensuite, nous reprendrons les visioconférences début janvier. Je vous enverrai très rapidement toutes les informations à ce sujet. Donc, l'inscription movadon.eventbrite.com. Si vous avez des questions sur la visioconférence, sur
d'autres choses, n'hésitez pas à revenir vers moi sur contact@movadom.com et je vous dis à très bientôt. Merci au département des Hauts-de-Seine pour ce financement et à bientôt à tous. Merci beaucoup.